En fait, on va essayer de s'attacher, de vous raconter un petit peu d'où on vient, comment est-ce qu'on a commencé j'avais envie de dire, jouer avec cartes et données pour arriver aujourd'hui à en faire un outil décisionnel, puisqu'on va vous parler voilà, le titre qu'on voulait donner à notre présentation, c'était du visuel au décisionnel. On va commencer par se présenter. Je vais donner la parole à Marine. Bonjour. On va se présenter avec un petit twist parce qu'on est la longue vue et donc on est sérieux mais avec un petit twist. Et donc on est un duo musical finalement qui met en musique les données et les cartes. On est représenté par Eurythmics parce qu'on est un peu foufou. Et donc moi c'est Marine, je suis une ingénieure agroalimentaire. J'ai fait un master après en marketing et com et la donnée finalement c'est depuis toujours que je la triture et que je l'analyse. Et puis depuis 2 ans maintenant avec la longue vue, je me suis reconvertie aux cartes et ben je pense que vous l'aurez deviné, hein, je suis la chanteuse dans le duo. Je suis la incognito par contre. Donc Antoine Garnier, moi j'ai une formation commerciale, j'étais à Sup de Corène il y a quelques temps. J'ai continué, après une première expérience professionnelle dans les vins et spiritueux à l'international, par une formation complémentaire en innovation et entrepreneuriat à l'IAE de Nantes. Ce qui me caractérise, c'est effectivement mon envie de créer et c'est une passion pour moi. Quand je suis tombé par hasard, parce que c'était le cas, sur Cartes et Données en 2014, je ne m'attendais pas à ce que ça chamboule à ce point ma façon de travailler. Et ça nous apporte autant par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Je suis complètement autodidacte en données et statistiques. Moi, au départ, j'étais plutôt sur la finance, un peu à l'anglo-saxonne, bookkeeper, bilan, compte de résultats et fiscalité. Donc les données, ça me parlait, mais plutôt en termes de chiffres. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. Donc c'est vrai que j'ai passé un certain temps à me former. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir créé des postes au sein de la longue vue avec des gens dont c'est la formation, dont c'est le métier. Et j'ai perdu ma licence experte la semaine dernière, puisque mon ingénieur data me l'a officiellement enlevé, donc je n'ai plus le droit maintenant de développer. Je suis un peu triste, mais en même temps, je suis aussi heureux. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu une transmission. Je suis très convaincu sur le fait que voilà, il y a un bouquin éponyme qui dit que nous sommes tous des algorithmes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est incroyable. Et je vois des chiffres la nuit parce qu'effectivement, j'ai ce toc de traduire tout en chiffres et voilà, ça bouillonne un peu. Donc c'était juste pour le petit twist, mais effectivement, j'ai toujours été on va dire très à l'aise avec les chiffres et ça s'est traduit aujourd'hui avec une visualisation. Donc merci pour ça parce que finalement les chiffres tout seuls qui se baladent dans l'air, ça n'a pas tellement d'intérêt. Pour vous expliquer l'origine de la longue vue, si on revient à la maïeutique dont Georges-Antoine parlait tout à l'heure, effectivement, vous nous avez aidé à accoucher de la longue vue puisque c'est vous qui nous avez amené à se dire il faut qu'on fasse finalement de cette activité quelque chose de spécifique. C'est né il y a 30 mois au sens de la société, mais on a été en gestation pendant 8 ans, voire peut-être un peu plus, 5 ans, pardon, puisqu'on avait cette activité sur les cartes sur une autre société qui s'appelle Phare Excel et qui accompagne les projets des pharmaciens. Et je crois que ma première licence carte et données date d'il y a 2014. Aujourd'hui, pourquoi la longue vue ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la capacité à projeter les choses, à faire de la prospective, à vraiment essayer de se dire, ok, aujourd'hui, il y a une situation qui est celle-ci, et c'est vrai que la carte permet de faire ça, de regarder quelque chose en l'état avec les chiffres du moment, mais tout ce qui nous anime, et c'est encore en développement en grande partie, c'est de pouvoir se poser la question de ce qui se passera dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, et la différence entre la projection, qui est une règle de 9, règle de 3, pardon, où globalement on se dit si ça a progressé de 10% entre l'année dernière et aujourd'hui, ça veut dire que je peux me projeter à 3 ans et dire que ça va progresser de 10% tous les ans. C'est justement là où l'intervention humaine est intéressante et peut amener contrarier un petit peu ces projections et dire non, il va se passer des choses qui vont contrarier cette projection. Et la prospective, c'est aussi un peu ça, c'est de savoir
avoir une analyse intelligente qui permet de contrarier la projection pour faire de la prospective. J'illustre comme ça, mais je suis persuadé que d'un point de vue statistique, il y a des choses à dire. Aujourd'hui, notre domaine de prédilection, c'est l'implantation dans la santé. Cette année, on aura livré plus d'une centaine d'études de livrables, c'est-à-dire des dossiers. Alors, on ne les imprime plus maintenant, hein, on les envoie heureusement en PDF. On ne les livre plus non plus physiquement, merci le Covid. Et on les présente, par contre, à chaque fois. On a un vrai exercice de présentation à nos clients des études qu'on fait et qui s'appuient essentiellement sur les analyses qui sont faites à partir des organigrammes, on va dire des filtres qu'on a mis en place pour analyser effectivement tous les éléments d'environnement de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes 10 personnes, 5 CDI, 2 alternants confirmés. Dans ces 5 CDI, le reste, c'est effectivement nous-mêmes et d'autres alternants. On a un chiffre d'affaires qui a atteint 500 000 euros sur le dernier exercice. On a les mêmes ambitions que Arctic en termes de progression, mais on a le temps puisque, bien sûr, ça met du temps tout ça à grossir. Et si une licorne pèse 1 milliard, alors nous, on est plutôt de la famille des poneys. Voilà. Mais un poney, c'est bien aussi. C'est plus facile à chevaucher, en tout cas. Sur cette slide, en fait, on a voulu vous remettre un petit peu nos solutions pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'on peut proposer. Comme l'a dit Antoine, nous, on est vraiment dans le domaine de la santé et on accompagne surtout les pharmaciens dans leurs projets d'implantation. Et pour ça, on a développé donc les études de marché qui sont vraiment le cœur de notre activité, sur lesquelles clairement on s'appuie sur les cartes et sur les organigrammes générés. Et puis on a développé des prestations complémentaires, juridiques, pour épauler, on va dire, la prise de décision sur un transfert de pharmacie. Et puis bien évidemment, on a créé La Loupe, qui est notre marque finalement d'Atlas. Parce que voilà, on a développé notre outil de géomarketing grâce à Arctic et on l'a commercialisé fin juin. Donc on est très fiers de ça et on est en train de lancer les premiers abonnements. On va vous présenter de toute façon au fur et à mesure l'outil, donc vous allez pouvoir voir de quoi il est question. Et puis bien évidemment, comme on exploite énormément de données, on a structuré les choses en base de données et aujourd'hui on a la base de données pharmacie la plus réelle, la plus mise à jour du marché. Voilà. Sur la genèse, juste pour vous expliquer un petit peu d'où vient tout ça, tout naît souvent d'une frustration. Après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi j'ai choisi de le transformer en une énergie positive puisque il y avait des gens qui faisaient des études sur le secteur de la pharmacie dont j'étais client et pour être très clair, même si je ne suis pas, on va dire, un pur formé données, statistiques, etc., j'étais très frustré à la fois de l'opacité et de la qualité de ce qui était produit parfois, parce qu'on a beau ne pas avoir une formation, on va dire, académique sur certains sujets, on peut malgré tout avoir une vraie à la fois éthique et exigence par rapport à la qualité de ce qui est produit, surtout quand l'enjeu pour ses clients, c'est des investissements qui parfois conditionnent le résultat d'une vie. Quand un pharmacien s'installe, s'il se plante, eh ben, il paye toute sa vie. Et moi, il m'était insupportable de dire qu'on utilisait des outils qui n'étaient pas forcément à la hauteur ou qui ne permettaient pas de garantir que et les données et les décisions qui étaient produites, ou du moins les aides décisionnelles qui étaient produites, n'étaient pas à la hauteur, ou du moins qu'on n'était pas capable de représenter les hypothèses ou les partis pris qui étaient faits pour expliquer aux clients pourquoi on arrivait avec ce type de conseil. Donc de cette frustration est né, je crois, mon premier abonnement chez Arctic, puisque je me suis dit, c'est pas grave, on va faire nos propres grilles d'analyse, on va créer nos propres outils pour pouvoir incarner la qualité de ce qu'on veut produire et au moins se poser les bonnes questions par rapport justement à ce à quoi on veut répondre. Donc le but, c'était vraiment de vouloir professionnaliser les études et d'améliorer aussi le délai de traitement des tâches à partir de données qui nous semblaient pas toujours homogènes, pas toujours millésimées, pas toujours correctes. Et on se réjouit toujours aujourd'hui de voir parfois
des concurrents proposaient des outils extrêmement performants, mais avec des données d'il y a 10 ans. Parce que ce n'est pas notre cas. Nous, notre cœur de métier, c'est aussi la matière première et notre volonté de vraiment avoir la donnée la plus mise à jour, récente, et si ça n'est pas le cas, de se donner tous les moyens de faire en sorte que cette donnée soit suffisamment millésimée avec tous les éléments qui sont en notre possession pour qu'elle soit juste, ou du moins la plus juste possible avec nos capacités. Donc le but, c'était aussi de libérer l'énergie des porteurs de projets. Un pharmacien, c'est d'abord un entrepreneur. Et souvent, on était dans une situation où la personne, parfois, n'avait pas forcément... le risque lui paraissait énorme. Et notre but, c'était de pouvoir lui conseiller de manière objective en lui disant, si, il y a matière pour faire, les chiffres, les cartes le prouvent. Et c'était vraiment l'objet, finalement, de ce qu'on a commencé à faire. Donc, de pouvoir objectiver un peu ces décisions à partir de données qui étaient des données locales, puisque l'autre point qui nous a paru vraiment important, c'est que dans beaucoup d'analyses qui étaient faites dans les études, on partait de données nationales qui étaient ramenées au niveau local avec des méthodes qui nous semblaient un petit peu douteuses parce que on ne peut pas tout ramener, par exemple, aux revenus, surtout quand en France on a une carte vitale, une CMU ou d'autres facteurs qui viennent complètement finalement biaiser la logique de consommation de médicaments ou les poches de dépenses, par exemple, pour la cosmétique ou l'apparence ne sont pas forcément complètement corrélées aux revenus parce que quand j'habite à Paris, je ne vais peut-être pas avoir une voiture. Par contre, forcément, mon apparence va être importante et je vais avoir une poche de dépenses sur les produits cosmétiques qui vont être importantes. Je vous donne ces deux exemples-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Les contraintes, les risques, c'est vrai que les études à l'époque étaient pour nous finalement une partie qualitative de notre service, mais ça n'était pas forcément ce qu'on vendait en termes de service. Donc c'était très chronophage au départ, le temps de production des études, surtout quand à l'époque on n'avait pas d'expérience, pas l'habitude, l'objectif aussi à travers l'utilisation de cartes et données, c'était de pouvoir gagner du temps dans le traitement de tout ça. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on y est arrivé. Je vous montrerai quelques chiffres tout à l'heure. Et la livraison de la prestation, parce qu'effectivement, je crois que jusqu'en 2018, je me suis déplacé pour chacune des livraisons d'études auprès de nos clients. Et que ça commençait à être compliqué parce que je crois qu'on en a fait une quarantaine en 2018. Aujourd'hui, avec bientôt 120 études, ça serait compliqué d'aller voir chaque client pour lui présenter physiquement chaque étude. Donc merci Teams, merci Zoom, parce que ça nous permet d'être plus efficaces et aussi d'être plus écologiques sur les coûts liés à ces choses-là. Et donc une évidence que Cartes et Données, par rapport à la qualité de l'interface qu'elle nous offrait, par rapport à la production et la simplicité d'utilisation, et sur mesure aussi, parce qu'il y a vraiment cette logique de capacité à enregistrer des projets, à les reproduire et à faire à sa main finalement ce dont on a besoin. Pour des gens qui étaient comme moi un peu profanes dans le milieu de la cartographie, de la data, c'était du pain béni et donc le choix était assez simple. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est, je vais le faire quand même parce que ça m'amuse, c'est vous montrer les cartes qui rentraient dans nos études avant. On apportait toujours une étude à un pharmacien sur son environnement, etc. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé beaucoup de temps sur Mappy, Google Maps, et à essayer de représenter l'endroit où se trouvaient les médecins. Bien sûr, j'ai fait des copier-coller nombreux sur le site de l'INSEE. Et quand je regarde ça aujourd'hui et la qualité de ce qu'on produisait, je suis content du chemin parcouru. Voilà. C'est le fameux Eurythmics des années 80, là, voilà. Typiquement. Je ne vous montrerai pas tous les organigrammes, même si, parce que c'est un petit peu notre culture interne, mais globalement, quand je vois les premiers organigrammes qu'on a produits, alors je ne les ai pas mis, et ceux qu'on produit aujourd'hui, grâce à vous aussi, Hélène, parce que vos équipes ont largement participé à nous aider à produire tout ça, effectivement, les choses ont bien évolué également. Mais je ne vous le montrerai pas. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est l'évolution un petit peu cartographique. Et comme Hélène me l'a demandé, on voulait vous raconter un peu une histoire sur d'où on vient et comment ont évolué les choses.
Donc 2015, première licence. Alors on m'a rappelé que c'était pas CD7, c'était CD 6.2. Excusez-moi, j'ai fait une petite. Voilà, CD7 est arrivé un petit peu après. Une première licence pour moi, donc tout seul, avec une formation experte. Premiers organigrammes et échanges avec le support pour améliorer l'utilisation. Et l'objet pour nous, c'était de commencer à représenter une logique dynamique avec l'évolution des populations par iris. Simplement représenter aussi la géolocalisation de points d'intérêt et utiliser aussi le carroyage pour pouvoir attribuer des comptages de population, ce qu'on appelle des audiences de population, à des points de distribution, mais aussi de voir ce qui se passait quand on enlevait des points de distribution, parce que déjà à l'époque, les pharmacies se regroupaient, transféraient, et pour nous c'était intéressant de voir quand on déplaçait un point d'un endroit à un autre, comment ça pouvait impacter en fonction du poids potentiel des pharmacies, finalement l'attribution de la population à ce point-là, et éventuellement quelle pertinence ça pouvait avoir pour améliorer la distribution aussi ou le service sur un territoire. 2016, on a commencé à bien sûr utiliser pour de l'édition interne cartes et données. On a fait un gros travail de mise en base, puisqu'à l'époque, finalement, à chaque fois, on avait un fichier Excel qui était produit pour pouvoir répondre à la nourriture et le croisement avec la carte. Mais là, on a commencé à se dire qu'il fallait peut-être qu'on commence à structurer des bases de données pharmacie, pharmacien, consommation, INSEE, etc., régulières, et qui commencent à être millésimées, qu'on ait un travail de bibliothèque, de cartes et données, de mise à jour, de nomenclature, etc. Donc ça nous a fait réfléchir, et moi ça m'a fait apprendre énormément sur cette logique de gestion de la donnée notamment. Très vite, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être un bon carte et donnésien si on n'était pas un bon gestionnaire de données. Voilà, même si les cartes c'est joli, etc., et ça me parlait plus, c'était plus visuel. Malgré tout, la donnée est très importante. Et heureusement aussi qu'il y avait des données qui étaient disponibles avec Arctic. Donc ça nous a permis de réaliser des cartes récurrentes et d'être plus efficaces dans la production. Et on a les premiers balbutiements qui étaient pour nous, j'en parlerai un petit peu plus tard, sur les estimations de chiffre d'affaires qui permettaient déjà de répondre à des logiques sur tel bassin ou tel territoire, qu'est-ce qui est consommé pour mes clients. 2017, on est vraiment sur une logique de mise en projet de nos études. On a une systémisation chez nous des études d'environnement, quel que soit le client. Donc on a commencé à, entre guillemets, dans notre ADN, intégrer les études quoi qu'il arrive dans notre service, parce que ça nous semblait une partie de notre responsabilité de produire, en tout cas, ou de se poser les bonnes questions sur les risques et opportunités environnementales par rapport à nos clients. On a commencé à introduire les temps d'accès et les créations de zones de chalandise. Donc là, on a aussi fait un jump en termes d'intelligence au sens de compréhension, puisque je crois que j'ai passé, 2 mois à tout lire ce que je trouvais sur la zone de chalandise, la théorie. Je me souviens même avoir trouvé des choses dans des langues que je ne connaissais pas. Donc, mais pour vraiment essayer de comprendre comment je pouvais utiliser, moi, les modules qui m'étaient proposés et qu'est-ce qui était pertinent par rapport à la problématique de l'exploitation d'officine. Parce qu'une officine, c'est quoi? C'est un retail de proximité, avec tout ce que ça implique. Alors, ça peut changer éventuellement dans le futur. Pour la partie parapharmacie, ça a déjà changé sur le online trade, mais par contre, le médicament, ça reste quelque chose qui est délivré à un comptoir comme un croissant. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc on a commencé à introduire les logiques de zone de chalandise et travailler sur les calculs à partir de ces logiques de zone. Et ça a été aussi un point intéressant, c'est qu'on a commencé à vraiment travailler sur les logiques de zones de chalandise théoriques, zones de chalandise naturelles. La théorie, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à une pharmacie? Qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à une pharmacie en fonction de sa typologie d'exploitation? Nous, on a à peu près 16, d'un point de vue matriciel, typologie de pharmacie, et il y a presque une zone de chalandise par typologie de pharmacie aujourd'hui. 2018, il y a CD Online qui arrive. Donc là, c'est pareil, ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses parce qu'on s'est rendu compte que ça ouvrait un champ du possible qui était extrêmement large. À chaque fois, Arctic, on va dire, a réussi à nous convaincre qu'il fallait qu'on investisse
parce que ça a apporté des choses nouvelles. Donc là, bravo pour ça aussi, parce que finalement, vous nous avez fait prendre les risques qui nous ont obligés à trouver finalement les marchés pour objectiver aussi ces investissements, du moins les faire. On a commencé à utiliser les ressources de géoservices, des géocodages multiples. Je crois qu'on a acheté notre premier million de points en géocodage 2 fois en 2018. Donc ça veut dire qu'on a effectivement eu besoin de ça, et on a commencé à faire de la géolocalisation de clients de pharmacie. Alors là, vous allez me dire, oula, attention, bah oui, RGPD, on s'était déjà posé la question avant que ça soit le problème. Comment est-ce qu'on peut géolocaliser un client d'une pharmacie? On a commencé à se dire, qu'est-ce qui peut être fait sans que ça soit un problème par rapport à la donnée sensible. Donc on a commencé à mettre en place des protocoles pour que justement, on ne conserve pas parfois les fichiers que nous envoyait avec le nom des personnes, leurs médicaments et parfois presque même leur pathologie. Donc autant vous dire que ce sujet-là, il a été très rapidement un vrai sujet chez nous, parce que même si nous, on en avait conscience et qu'on en avait la culture d'un point de vue éthique, souvent nos clients, parfois, eux, ça ne les dérangeait pas du tout de nous envoyer les choses. Donc, mais c'est nous qui traitions la donnée, donc on en était responsable. Donc le sujet est un petit peu né à ce moment-là. Là, je me suis dit, il faut peut-être qu'on ait un juriste finalement en interne, qui est arrivé l'année suivante. Donc on a mis les choses en place. Et puis on a eu les nouvelles licences avec une première alternante. Donc jusque-là, j'étais tout seul sur ce sujet-là. Et on a une première alternante qu'on a formée sur le géomarketing, qui est arrivée en 2018 pour faire en sorte que je ne produise pas les études la nuit et que je dorme. Puisque dès 2019, on a eu un client qui a intégré les études dans leur process service, et qui là a commencé, on a vendu nos 30 premières études. Ma mère pharmacienne m'a toujours dit que je ne vendrais jamais une étude à un pharmacien. Voilà, j'ai réussi à lui montrer que ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, cette année-là, on en a produit 30, et j'étais content d'avoir quelqu'un pour le faire avec moi. Les vrais progrès ont été faits. D'abord, on a eu notre première formation intra-entreprise. Jusqu'ici, on venait à Fondette, ce qui était toujours très plaisant, mais on a fait venir Arctic à nous, et ça a été un vrai bénéfice, parce que on était sur nos serveurs, et même pour une petite entreprise, même si c'est un coût supplémentaire, on en a vu vraiment le bénéfice par rapport à la mise en musique de tout ça. Là, on a eu 3 nouvelles personnes qui sont arrivées, dont le premier CDI. Donc on a commencé à s'équiper aussi en termes de ressources, puisque pour traiter tout ça, il faut des gens. Et on a commencé à développer des modèles d'analyse, des grilles d'analyse. On a commencé à industrialiser la production de nos études. Les modèles de calcul de chiffre d'affaires qu'on a mis en place grâce à vous, qui ont vraiment, on va dire, créé un peu le buzz par rapport à nos clients, puisqu'ils n'avaient jamais vu ça, le faire au carreau et pas à l'iris. Nos concurrents le font toujours à l'iris maintenant, donc on est très content, on a un peu encore d'avance. Et aussi travailler sur les logiques de cannibalisation de zones. Et donc cette année-là, on a livré nos 30 premières études, physiquement. 2020, deuxième formation intra-entreprise pour l'équipe. Le Covid ralentit les projets temporairement, puisque globalement, ça nous a ralenti, mais pas trop. On a commencé à rationaliser les formats, statistisation des données, oui, c'est-à-dire on a commencé à se rendre compte que on avait en interne une donnée qui était très riche, qui était justement toutes ces logiques de typologie et de situation. Alors là, on est sur pratiquement de la statistique bayésienne, c'est-à-dire qu'on a l'intuition de quelque chose qu'on vérifie et qu'on affine à mesure qu'on avance. Je ne sais pas si le bon bayésien est le bon terme d'ailleurs, mais je pense que c'est peu ou prou ça. C'est de dire, ça, on a l'impression que ça va être ça parce qu'on le voit, mais la question c'est, est-ce que ça se reproduit? Et donc on a commencé à mettre en place justement des outils pour pouvoir vérifier que c'était bien le cas, et effectivement d'améliorer de fait nos utilisations. On a livré un peu plus d'études encore. 2021, jusque-là, l'activité d'études était hébergée dans une société qui faisait qui était une agence immobilière, puisque c'est le code NAF qui est utilisé pour la transaction pharmaceutique et les gens qui gèrent des projets officinaux. Et donc on s'est dit qu'il était peut-être bien d'isoler ça, parce qu'on ne voulait pas que nos clients croient qu'il y a un mélange des gens. On voulait être en capacité de développer au sein d'une structure spécifique
ce qu'on faisait, d'où la naissance de la longue vue, on a commencé à mettre un premier atlas en test auprès d'un client. Là, on a commencé vraiment à travailler aussi sur les bibliothèques de référence, les organigrammes, la création de notre BDD maison, mais on avait déjà des bases de données, mais là, on parlait d'un mode SaaS avec des robots qui nous permettent de faire de la mise à jour continuelle de la donnée qui alimente nos cartes. Et on a commencé aussi à travailler sur des logiques de nouveau de corrélation par rapport au succès de nos clients. C'est-à-dire que l'idée là, elle était de dire beaucoup de nos clients qui travaillent sur de la distribution ne savent pas pourquoi ils performent par rapport à nous, ce qu'on peut mesurer. Donc l'idée, c'était de leur dire, nous non plus, on ne sait pas. Par contre, on peut regarder si on peut le savoir. Et parfois, on leur a appris que les territoires qui correspondaient à leur succès étaient peut-être les territoires qu'ils n'avaient pas envisagés. Et souvent, on avait des clients qui nous disaient, moi, je veux, vous puissiez nous dire où est-ce que je ne suis pas sur tel et tel et tel et tel critère. On leur disait, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est les bons critères ? Donc d'abord, la première étape, c'était de mesurer que les critères de performance qui leur correspondaient, ce n'étaient pas seulement les critères qu'eux-mêmes avaient introduits, qui étaient finalement un biais analytique parfois. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et notre premier client Atlas est très satisfait, puisque quand on a produit le premier Atlas avec eux et la première étude d'implantation, ils étaient 80. Aujourd'hui, ils sont 200. Ils sont rentrés dans le top 50 LSA l'année dernière. Donc, on a bénéficié aussi de ce succès, bien sûr. 60 études livrées en 2021. 2022, on n'a pas eu trop le choix. Il a fallu qu'on se lance. Déjà, j'arrive. Déjà, Marine arrive. Ce qui m'a Désolé, Marine. Qui change tout. Ouais, c'est ça. Merci de me le rappeler. Puisqu'il a fallu, au-delà de l'aspect créatif, amener quelqu'un qui gère les projets et qui s'occupe de notre développement, puisque moi je commençais à atteindre probablement ma limite de compétences sur certains points. On a lancé en production la loupe faisabilité qui avait vocation à regarder les logiques d'implantation de pharmacie par rapport au code de la santé publique, développement de nouvelles interfaces clients, Test Wizard. Arctic nous adoube comme intégrateur de leur solution, puisqu'avant, finalement, on n'était pas vraiment autorisé à vendre des logiques de solutions à des clients tiers. Donc merci de cette confiance, parce que moi je ne sais pas si j'aurais dit oui à votre place. Et donc notre interface devient complètement l'Atlas finalement et l'environnement online. Donc là, on change de la logique de licence en dur et ça nous a permis aussi de faire des gros gains de productivité sur la gestion des données et aussi la partie finalement travail en équipe, puisque en 2022 déjà on était 8, donc ça commençait avec plusieurs, je ne sais plus combien d'experts déjà à l'époque, mais ça commençait à grandir. Et on crée notre marque. Et on crée notre marque, la loupe, puisque la longue vue a besoin d'outils elle-même. Donc la loupe est à quand la boussole et le compas, je ne sais pas. Mais en tout Bientôt. cas, la loupe est née à ce moment-là, avec un vrai développement avec les équipes Arctic sur des logiques UX, UI, le data composer en cours, la création d'un manuel et plus d'une centaine d'études livrées par ailleurs. Donc ce que je vous propose, c'est... Et plusieurs abonnements à la loupe. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'aller finalement regarder... il faut que je sorte de la présentation, sinon... Excusez-moi une seconde. Si je fais échappe, ça marche? Oui, ça marche. Vous amenez directement sur... alors moi, je ne suis plus expert. Je ne suis plus qu'explorateur maintenant. Donc, vous amenez sur la loupe générique pharmacie qu'on a développée pour nos clients. Pour vous expliquer un petit peu... alors là, on est sur un outil qui est, pour le coup, un outil purement de visualisation qui permet aux gens de l'écosystème de la pharmacie de regarder ce qui se passe dans l'environnement d'une pharmacie, avoir des informations qui sont par ailleurs disponibles pour certaines qui ne le sont pas, mais qu'on produit nous. Et on a un premier, on va dire, une première couche
où on a un découpage départemental, où on peut aller regarder des statistiques sur différents ratios. Ben oui, le Morbihan a perdu 35 officines entre 2016 et 2023, et comme vous le voyez, ce ne sont que des valeurs négatives, donc on a perdu pratiquement 1500 pharmacies au niveau français entre 2016 et 2023. L'objectif, c'était de montrer comment cette évolution spécifiquement se produisait département par département. On peut le regarder en termes de densité. Donc là, comme Georges-Antoine le disait tout à l'heure, il y a différentes façons de voir les choses. Densité de pharmacie pour 100 000 habitants, nombre de pharmacies par département. Donc là, c'est mis à jour mois le mois. Donc les données que je vous présente, c'est à fin août. Et ce sera mis à jour à la fin du mois. Donc là, c'est vraiment une logique de ratio qu'on représente. Derrière, pouvoir représenter aussi une lecture macroéconomique sur l'évolution du nombre de médecins. Je vous passe toutes les différentes couches. Oups, avec la souris, j'ai plus l'habitude qu'avec le pad. Excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà. Et puis, aussi, un autre point, bien sûr, qui est important quand on analyse l'exploitation d'officine, c'est l'évolution de la population sur 10 ans, pouvoir représenter un petit peu la croissance organique sur un territoire. Donc une fois qu'on a dit ça, bien sûr, à chaque fois qu'on va choisir un ratio, on va avoir les informations sur le département. Après, on peut rentrer sur une couche départementale où là, on va être au TVS en termes de découpage, donc territoire de vie de santé qui est aujourd'hui, finalement, pour les ARS et pour le ministère de la Santé, les découpages probablement pertinents par rapport à la logique de service au moins de proximité, où là, par territoire de vie de santé, on introduit un certain nombre de statistiques, mais aussi un certain nombre d'éléments chiffrés sur la consommation en pharmacie, consommation par tête, consommation totale, et aussi par catégorie de produits vendus en pharmacie, et des ratios comme ça qu'on peut représenter. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, on pouvait le représenter sur la carte au niveau national, mais dès ce stade-là, on a la capacité de regarder les pharmacies, soit par rapport à leur groupement enseigne, la taille étant proportionnée au chiffre d'affaires estimé de la pharmacie, soit en fonction de leur typologie d'environnement. Voilà, il y a 7, je crois, typologies d'environnement. Ça, c'est la classification INSEE. Ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte au niveau national, si on veut une analyse macro, on a aussi toutes les pharmacies de France. Et qu'à ce stade-là, on peut choisir de se poser la question de où sont les pharmacies rurales à habitat très dispersé. On peut avoir une logique qui est de dire où sont les pharmacies rurales à habitat très dispersé qui sont d'un certain groupement, donc un groupement avec qui on travaille et qui est représentatif au niveau national, c'est GIFAR. Et par exemple, on va avoir, alors on peut aller quitter bien sûr les ratios colorés qui ont tendance un petit peu à mettre en difficulté la lecture. Et là, on va retrouver les pharmacies GIFAR d'habitat rural très dispersé. Et on va avoir la capacité, déjà à ce stade-là, d'avoir des informations spécifiques sur la pharmacie, que ce soit en termes d'estimation de chiffre d'affaires, de salariés, de qui en est le titulaire, depuis quand est-ce qu'elle est en poste, quel âge elle a, etc., etc. Donc je vais redescendre au niveau local. J'étais au niveau du TVS. Donc là aussi, bien sûr, je vous ai dit, les tailles sont en rapport avec la pharmacie. Et au niveau du TVS, on va pouvoir descendre. Là, je suis sur le territoire de vie de santé de Châteaubriand. C'est pas par hasard. Ma maman était pharmacienne à Châteaubriand. Et on a les informations au niveau de la commune. Là, c'est pareil. On a les informations pour les ratios démographiques. Mais on va pouvoir aller chercher différents types de lectures sur l'indicateur de désert médical, sur éventuellement représenter où sont les établissements de santé. Alors bien sûr, quand on laisse tout sur la carte, ça commence à faire un petit peu sapin de Noël, mais l'idée, c'est de dire quelle est l'information, moi, dont j'ai besoin pour aller voir ce qui se passe. Et par rapport à l'information que je cherche, l'idée, c'est de pouvoir choisir finalement ce qu'on souhaite représenter. On a aussi tous les professionnels de santé qui sont répertoriés dans le répertoire Finesse, avec la possibilité d'aller voir leur géolocalisation et potentiellement leur nom. C'est une information publique, donc on a le droit de le représenter. Ah, un petit problème sur... Voilà.
et également des logiques de représentation, de consommation, de démographie, d'hyper ou de super. Bientôt, on aura d'autres équipements qu'on pourra représenter, puisque étant partenaire de plusieurs fournisseurs de data sur les surfaces alimentaires, on a des données assez claires sur les surfaces alimentaires. Globalement, vous aurez compris que ce qui influence finalement la pharmacie, au-delà des flux routiers, piétons, etc., c'est l'attraction commerciale et l'attraction au sens de l'armature médicale. Donc nous, notre objectif là, c'était de pouvoir donner une clé de lecture visuelle immédiate aux gens de l'écosystème de la pharmacie, de la santé, sur qu'est-ce qui se passe dans un environnement, qu'est-ce qui s'y trouve, et qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce qu'on appelle, nous, les piliers de l'exploitation, c'est-à-dire la démographie, l'armature commerciale, l'armature médicale et la concurrence, puisque, effectivement, on a aussi, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, la possibilité d'aller montrer les pharmacies qui sont sur un secteur et en quelques clics de savoir tout de suite qui on a sur ce point de vente. Donc ça, c'est un exemple d'une loupe générique qu'on produit aujourd'hui et qu'on a mise en marché. Mais bien sûr, en même temps, on a, nous, à notre main, la possibilité de créer tous les choix de découpage, de données de nos clients à intégrer sur ces loupes-là, de possibilités de effectivement les conseiller sur leurs critères de performance pour leur amener une lecture de ces cartes qui leur permet d'être plus performants. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous anime. Il y a quelques mots qui m'ont beaucoup plu dans le discours de Georges-Antoine tout à l'heure, donc je les ai notés puisqu'il nous parle. On travaille beaucoup, nous, avec intuition, parce qu'on cherche, on essaye sans arrêt avec les cartes, avec les statistiques, on essaye de trouver les clés. Souvent, on voit la lumière, parfois, on ne la voit pas. On rembourse nos clients quand on ne la voit pas, d'ailleurs. Et effectivement, l'idée, c'est d'accoucher de choses qui soient suffisamment pertinentes visuellement pour apporter de la valeur, faire gagner du temps. Et je crois que le point est là, c'est que effectivement, souvent quand on a des premiers rendez-vous avec des prospects, ils viennent vers nous en nous disant il faut ça comme données, il faut ça comme données, il faut ça, et on en revient à cette quantité de données disponibles, mais est-ce qu'elle est utile ? Et nous, notre objet, c'est justement de pouvoir rationaliser ces choix de données pour dire, mais globalement, qu'est-ce qui est pertinent pour vous par rapport à votre exploitation, qu'est-ce qui est pertinent pour votre performance à vous ? Parce que là, ce que vous nous demandez, ça nous semble dépasser complètement, finalement. Donc c'est la différence entre le nice to have et need to have. Et dans une logique, malgré tout, RSE, il y a un moment, mettre à disposition des volumes de données qui ne sont pas pertinents, ça ne me semble pas forcément très correct. Donc voilà pour la loupe, ce qu'on pouvait vous montrer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, puisqu'on ne vous a pas tellement laissé la parole Oui. J'ai une question sur les données que vous intégrez dans l'outil. Est-ce que vous pouvez intégrer d'autres données dans le... Alors, je parle par exemple, j'ai vu, il y a le chiffre d'affaires estimé. Oui. Il y a plein de sources de données qui existent pour des chiffres d'affaires, de la prescription délivrée en pharmacie, ainsi de suite. Est-ce que vous intégrez ces différentes données, GRC, IQVIA Alors, on a effectivement, le chiffre d'affaires estimé, c'est bien sûr une donnée qui est une donnée sensible. Ce qu'on a mis en place, c'est un système de notation de l'estimation, en fait. On a 4 niveaux d'estimation sur les chiffres d'affaires qui dépendent du nombre de données qu'on intègre et qui nous permettent de valider ou pas, finalement, la justesse de l'estimation. Donc effectivement, quand on a des données publiques qui ont moins de 2 ans et qu'on croise avec... il y a globalement une trentaine de sources qu'on utilise pour estimer un chiffre d'affaires. Pas de sources, excusez-moi, de critères, et qui peuvent permettre d'affiner finalement cette estimation ou cette tranche d'estimation dont aujourd'hui on prend la médiane, et on va peut-être revenir à des tranches de chiffre d'affaires parce qu'on nous a fait le reproche de se prononcer sur un chiffre précis, mais on va voir comment est-ce qu'on gère ça demain. Pour répondre à votre question, on a parfois des relations privilégiées avec des clients dont on a les chiffres d'affaires pour toute leur pharmacie. Et bien sûr, ce sont des données qui sont confidentielles. Donc on ne peut pas
nous, utiliser leurs données pour la mettre à disposition alors que ces données sont confidentielles. Donc en fait, nous, ce qu'on a choisi, c'est de travailler avec une logique statistique qui nous permet finalement d'améliorer notre estimation en fonction de données vraies, d'accord ? Mais pas à partir des données clients, à partir de d'autres données. Donc finalement, en faisant ça, on respecte la confidentialité de la fourniture de données qui est confidentielle, parce que on ne l'utilise pas pour ce qu'elle est, on l'utilise pour améliorer à partir d'autres données nos modèles d'estimation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en faisant 120 études, en analysant 3000 pharmacies par an quand le parc est de 20 000, on a une vision de la pharmacie qui commence à être un peu juste. Maintenant, une estimation, ça reste une estimation. Des fois, on passe à côté, des fois, on se loupe. Mais la réalité, c'est que quand on est sur des niveaux d'estimation pour nous qui sont niveau 1 ou 2, on ne se trompe pas trop. Voilà. Et quand je dis pas trop, c'est, après vous allez me dire quel pourcentage d'erreurs, etc. Ou finalement vous estimez, ça dépend, mais globalement on est assez juste par rapport à nos estimations. Mais après, est-ce qu'on utilise les données de sell-out produites par des tiers du type GERS, Qvia, j'avais envie de dire Open Health Company, qui est un partenaire avec qui on travaille très bien? Oui et non, parce que eux partent de panels qui font aussi des estimations, et donc leurs estimations ne sont pas plus justes que les nôtres finalement. Et donc du coup, estimer un chiffre d'affaires à partir d'une estimation, ça devient estimer une estimation. Et là pour le coup, quand on multiplie tout ça, ça peut faire des problèmes. Donc du coup, non, on n'utilise pas les données de sell-out que produisent ces gens-là. Par contre, on apprend beaucoup les données de sell-out par rapport à que produit une pharmacie ou que vend une pharmacie d'une certaine taille dans un environnement. Et donc, on en tient compte par rapport à ce qu'on fait. Quelle est la réaction des autorités type ARS, etc. Vous leur avez montré ce type de travail? Alors, les ARS aujourd'hui ne nous calculent pas trop. On les a sollicités et on travaille avec elles sur les formalités pour les pharmaciens. On a des idées qui sont encore un peu dans le four. Moi, ce qui me passionne par rapport au sujet de la pharmacie, c'est aussi l'avenir du maillage territorial, l'avenir de la distribution de la santé au sens large du terme sur le territoire. Je ne sais pas qui m'a posé la question, excusez-moi, parce que j'étais en train de regarder l'ordinateur. Merci. Et du coup, cette logique prospective, puisque là on parle d'observation sur des choses qui se sont déjà passées sur des territoires, c'est de dire, quand on perd la santé sur un territoire, quel qu'il soit, on perd tout. Parce que quand il n'y a plus de santé, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus personne qui vient s'installer. C'est une règle de base, globalement. Donc nous, on travaille sur un projet, sûrement un jour on ira présenter à l'ARS, qui est cette logique prospective par rapport à quel est le maillage à risque et qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque sur l'économie même. Et aujourd'hui, on est assez critique, nous, sur la façon dont, et je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ARS dans la salle, donc je m'en excuse si c'est le cas, sur la façon dont les analyses sont faites et les enjeux sont analysés par rapport à la pharmacie, parce que on a réalisé que des fois, ils faisaient leurs analyses sur des données qui étaient assez anciennes, et en tout cas qui n'étaient pas suffisamment récentes de se rendre compte de l'urgence de la situation. D'accord ? Et comme on aide, nous, par ailleurs, au quotidien, les pharmaciens à résoudre ces problèmes-là sur leur logique de restructuration, sur les choix avec les communes qu'ils peuvent faire, on a aussi cette version-là de l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit réellement ce qui se passe sur le terrain. Mais en tout cas, on espère pouvoir se servir demain de la loupe pour aussi conseiller une meilleure structuration de la santé sur le territoire. Il faut faire un observatoire. Il faut faire un observatoire. Et un observatoire qui serve à des prévisions. Et vous avez tous les moyens, et l'État ne l'a pas du tout, n'a même pas le début de ce que vous m'avez montré. Je comprends maintenant pourquoi on travaille ensemble. En tout cas, c'est un sujet, je crois qu'on a abordé déjà au mois de juin avec Hélène, sur votre capacité à peut-être faire le lien entre notre travail et celui que vous faites déjà auprès des ARS.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur la loupe. Je te laisse un peu la main parce que je commence à fatiguer, Marine. Donc je reprends la main. Quand il est parti, hein. Donc du coup, je ne l'arrête plus. Là, on voulait vous partager un petit peu nos développements qui vont arriver cette année et en lien avec Arctic. Parce que avec la loupe, on a pas mal bêta-testé aussi auprès de nos clients et futurs clients, et pas mal de choses sont remontées, et en interne et grâce à eux. Et donc, on va vraiment pousser l'outil jusqu'au bout avec l'édition d'études locales de marché, de manière très automatisée, avec un simple clic sur la loupe, et pouvoir obtenir un rapport qui retranscrit tout simplement les données, les cartes disponibles sur la loupe pharmacie par exemple. Bien sûr, on va continuer la mise à jour de nos données, hein, comme l'a expliqué Antoine. Nous, on a mis en place des scripts sur nos bases de données qui tournent tous les jours, et donc nos données en fait sont mises à jour tous les jours. Mais pour on va dire une simplification visuelle aussi pour nos clients, on fige la donnée tous les mois. Donc c'est pour ça qu'on a une mise à jour mensuelle. Et on va continuer ce travail-là parce qu'on intègre de nouvelles données aussi. Et donc l'idée, c'est de vraiment garder cette qualité de données, et c'est une mise à jour continue. On travaille sur deux loop veille, et on en est, clairement, on en est très fiers. On a hâte que ça sorte. Normalement, ça va sortir très très prochainement, probablement avant la fin d'année, c'est sûr. Une veille qu'on a appelée une veille événementielle et une veille épidémiologique. Événementiel, l'idée derrière, c'est de pouvoir capturer sur un territoire tous les événements liés à la santé qui vont s'opérer, c'est-à-dire la construction de cabinets médicaux, de pôles de santé, l'acceptation ou le refus de transfert de pharmacie. Ce genre de choses, on les capture et on peut les géolocaliser. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur la loupe, venir mettre des petites punaises pour expliciter où auront lieu des événements. Et puis, le cas échéant, lorsque le client, le pharmacien, est intéressé pour avoir une alerte, pousser un mail pouvant lui dire, voilà, sur ta zone, il va se passer tel et tel événement dans X temps. La veille épidémiologique, l'idée là, c'est justement de travailler avec Open Health Company. C'est de pouvoir alerter le pharmacien, là aussi en envoyant des mails d'alerte, par rapport à un seuil. On a quatre seuils qui permettent en fait d'évaluer à quel niveau on est d'une épidémie, d'une pathologie. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fonction des seuils et du dépassement de ces seuils, envoyer des alertes aux pharmaciens et de permettre tout simplement le pilotage de son stock en lien avec sa demande qui va augmenter fortement. Au jour le jour, oui. Ouais, c'est des données qu'on traite au jour le jour, donc on est vraiment très fin sur les alertes. Scoring territoriaux de l'équipement santé, est-ce que tu veux en parler ? L'idée là, c'est que de nouveau, c'est d'amener une lecture qui soit objective et statistique de... Aujourd'hui, il y a un indicateur qui existe qui s'appelle l'APL, qui globalement est traduit par désert médical, qui utilise, je crois, 4 ou 5 variables en termes de présence ou non de professionnels de santé ou d'armature d'équipements de santé. Pour nous, ça nous semble insuffisant dans le sens où déjà le pharmacien n'y est pas, donc forcément, avec notre ADN, ça nous pose problème. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'évaluer la projection cet élément-là, c'est-à-dire tenir compte de l'âge des professionnels de santé, d'éventuellement de la teneur des équipements, pour pouvoir mettre un score qui est là aussi référencé par rapport aux typologies d'environnement. Donc l'idée, c'est pas de comparer l'armature médicale qui est à Paris 16e avec l'armature médicale qui y aura à Fondette. Je ne sais pas quelle elle est, hein, donc je ne fais pas de jugement en disant ça. Mais le but, c'est de pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Et là, de fournir ces éléments-là simplement, objectivement, dans nos analyses, de manière immédiate. D'accord ? Donc, c'est assez simple. Et puis la prospective territoriale, in fine, c'est vraiment notre motif, en fait, notre but, et pouvoir, entre autres, comme l'a expliqué Antoine, accompagner les ARS aussi sur le maillage officinal de la France. Le ROI, le gros mot. Alors nous, clairement, aujourd'hui, avec 2 ans de vie en tant que tel,
on n'a pas un ROI chiffré. Mais par contre, on a des ROI en termes de facteurs clés de succès du projet qui sont très palpables. En premier lieu, déjà, on a créé une relation client qui va au-delà de nos études. Déjà, on avait instauré un relationnel client avec beaucoup de points intermédiaires, une livraison orale de nos rapports. Donc, ça avait créé déjà une proximité. Mais là, avec la loupe, on rentre vraiment dans leurs usages et leur questionnement stratégique au long cours. Et donc, vraiment, ça nous permet d'avoir une position clé au sein de nos différents clients et partenaires. Donc déjà, on comprend encore mieux leurs usages et leurs besoins. On leur fait gagner énormément de temps parce que clairement, en un clic, ils peuvent visualiser un territoire et comprendre finalement les opportunités, les menaces qui vont s'y opérer. Et comme le disait Antoine pendant la présentation, on est en train de transformer finalement quelque chose qui était nice to have. C'est joli, ça m'apporte quelques pistes de réflexion, mais voilà, à quelque chose qui est need to have, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos partenaires ne prennent plus de décisions sans finalement regarder la loupe et nous poser des questions, entre autres au travers d'études. Ouais, et on va pousser encore ce point-là encore plus loin. On intègre les KPI de nos clients pour mieux les conseiller. Alors on le fait déjà avec un partenaire historique, mais l'idée c'est de vraiment le pousser pour chacun de nos clients pour aller encore plus loin dans l'analyse qu'on peut faire cartographique. Est-ce que tu prends la main? Je continue. Ouais. Moi, j'ai mis les gains obtenus 400% parce que j'ai fait un calcul simple, c'est que en 2017, il me fallait 15 jours pour produire une étude. Aujourd'hui, on est entre 6 et 8 jours. On est en train peut-être même de passer en dessous de 6 jours, avec un contenu qui est amélioré, des analyses qui sont améliorées et clairement une donnée aussi qui est clairement de meilleure qualité. Donc ça, pour nous, c'est palpable. Par rapport à nos gains de productivité et notre capacité à mieux conseiller nos clients avec les grilles d'analyse qu'on a mises en place. Et je pense que si je devais donner une évaluation du poids des outils cartes et données sur cette partie-là, je dirais la moitié vient clairement des outils. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aurait pas fait ces gains de productivité. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure des cartes avec les évaluations de chiffre d'affaires. Je pense que je mettais une journée à calculer les potentiels de chiffre d'affaires avec les carreaux, les iris, une logique de taux de couverture, encore parfois pas avec la finesse du nombre d'habitants par carreau. Vous imaginez bien qu'il doit y avoir des logiques un petit peu approximatives. Je mettais une journée à faire ça, si je voulais le faire correctement, et c'était le cas. Aujourd'hui, avec nos organigrammes, on met à peu près 12 minutes ou 11 minutes à le faire, ou du moins à vérifier qu'il y a les bonnes données au bon endroit, parce qu'on vérifie quand même. Et aujourd'hui et demain, on va l'automatiser, puisqu'on le calculera pour toutes les pharmacies de France, avec les zones de chalandise théoriques et naturelles. Donc c'est pour dire, l'outil, en toute modestie, aujourd'hui, je pense qu'on doit utiliser peut-être 30 ou je sais pas moi, 20, 30, 40% de la capacité de l'outil, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire avec. Et pourtant, déjà, ça nous a permis de progresser de manière très forte sur notre métier, qui est de conseiller les pharmaciens. Je vous ai parlé des leviers de performance. Pour nous, c'est la systématisation des logiques statistiques. Alors, je vous ai mis statistiques bayésiennes parce qu'effectivement, on est sur des ensembles qui parfois, une fois qu'on a mis certains filtres pertinents qui ne permettent pas de faire de statistiques classiques, c'est-à-dire que quand on a 100 pharmacies d'une typologie, on ne peut pas dire qu'on est représentatif dans l'analyse de cet échantillon-là. Donc c'est par observation et par vérification qu'on arrive à aujourd'hui pouvoir conseiller nos clients en disant on a la certitude que c'est ce qui se passe dans ce type de situation. Des logiques comparatives territoriales qui, grâce effectivement aux outils comme l'Atlas, permettent d'aller très vite, c'est-à-dire d'aller choisir des ratios, d'affiner des échelles, de trouver des logiques d'écart, de dispersion qui nous permettent de trouver finalement la bonne manière d'interpréter les choses. Et aujourd'hui, si vous nous demandez la place de la cartographie dans notre processus décisionnel, à nous, il est immense. Il est majeur parce que c'est même parfois une clé d'entrée de l'analyse, en fait.
Donc je ne peux pas vous dire autre chose parce que voilà, le poids que ça a, c'est-à-dire que si demain Arctic disparaît, la longue vue, on est mal. C'est pas prévu, Antoine. Ce qui nous rend fiers aujourd'hui, c'est d'abord de faire réussir les gens qui n'auraient pas pris les risques qu'ils ont pris grâce à notre conseil, parce que chaque dossier, chaque étude qu'on a livrée depuis 2015, on fait du retour d'expérience client, on vérifie que nos prévisions sont bonnes, et je peux vous dire que les taux de succès sont très très forts. Je crois que sur les 350 projets qu'on a dû conseiller, ou un petit peu moins, 344 je crois, il y a 1 ou 2 projets qui a planté, c'est vrai, mais parce qu'il y a d'autres événements qui n'étaient pas prévus, qui se sont produits, qui ont fait que. Et puis il y a le facteur X, qui est le facteur humain aussi, malgré tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pharmaciens qu'on a accompagnés depuis, on va dire surtout 17-18, qui ont réussi et qui ont des vrais succès. Et ça, c'est ce qui nous rend fiers, parce qu'il y en a certains qui n'auraient jamais fait les projets. Jamais. On leur a amené des éléments pour leur dire « mais si, allez-y, il y a le potentiel, il y a une réalité pour votre exploitation qui est celle-ci ». Et quand on prend cette responsabilité-là, alors qu'eux, ils investissent 500, 800, 1 million, 1,5 million pour créer une nouvelle pharmacie, pour l'agencer, pour mettre du stock, pour créer des nouveaux espaces de service, etc., ben forcément, on est fiers de ça. Les difficultés rencontrées pendant le projet, encore aujourd'hui, c'est d'évaluer le temps de production des solutions et de l'acceptation de nos clients. C'est très compliqué d'évaluer la façon dont les choses la façon dont elles seront acceptées. Et il y a toujours une différence entre, de nouveau, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est superbe ce que vous faites, et je vais vous signer un abonnement, je vais vous signer un chèque pour pouvoir avoir accès à votre solution. Ce que vous auriez fait autrement, on a fait quelques erreurs, c'est pour ça qu'on l'a depuis intégré, notamment le fait de donner les clés à une autre start-up de la construction de notre base de données originelle. Je ne vous cache pas que ça nous a fait perdre un certain temps. Alors peut-être qu'on n'a fait pas le bon choix de personne, mais on se trompe. Et je pense que maîtriser la matière première, au sens non pas de la donnée elle-même, mais de la construction du moteur, effectivement, c'était une erreur que je ne referai pas. Vos conseils avant de vous lancer dans le géodécisionnel, essayez, apprenez de vos erreurs, bêta-testez à fond avec les gens avec qui vous voulez travailler demain grâce à vos outils. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait, et mine de rien, c'est aussi s'appuyer sur la qualité des outils, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et donc voilà, Arctic nous a fait confiance en nous permettant de revendre une partie de la solution à des clients qui aujourd'hui eux-mêmes l'utilisent de manière structurelle dans leur champ décisionnel et stratégique. Et si on devait résumer, alors il y a beaucoup de mots qui permettraient de parler de notre expérience, mais bien sûr il y a beaucoup de mots autour de l'innovation, engageant, sur mesure, expertise, partenaire, ressources, visuel, impactant, investissement futur. On est impatient du futur aussi parce qu'on est conscient qu'il y a d'autres enjeux techniques qui se présentent avec l'IA et beaucoup d'autres choses. Mais globalement, si c'était à refaire, on signerait tout de suite. Et voilà, ça me permet au passage de remercier Arctic pour leur soutien et le fait de croire un peu en nous aussi.